FM. Dans l'actualité de ce jeudi, décès des agents de l'ERAL, 1 an de prison et plus de 100 000 francs d'amende pour le chauffeur du camion impliqué. Le mis en cause est également puni d'une suspension de permis de conduire pour une durée de 24 mois. La famille du détenu Abdou Faye refuse la thèse de son suicide au commissariat central. Des blessures ont été constatées sur le corps de la victime. La famille exige une enquête impartiale. Kilif de Y'en a marre, déféré au parquet de Kaolack, le rappeur est poursuivi pour participation à une marche non autorisée et outrage à agent de police. Dans notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction, focus sur l'ouvrage Les sirènes de Gao, Afrique après 60 ans. Un livre de Mohamedou Mouniroussi, un condensé de savoir à dévorer. Et puis au Sahel, après la suspension de la coopération militaire bilatérale entre la France et le Mali, le président français annonce la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure. Un nouveau cadre sera fixé dans les prochaines semaines. « 106 000 francs d'amende et 1 an d'emprisonnement pour le chauffeur malien impliqué dans l'accident qui a causé la mort de 3 agents de l'ERAL TV. Il a été reconnu également, le chauffeur, coupable d'homicide involontaire. Moussa Oumarkey. 1 an d'emprisonnement ferme assujetti d'une amende de 106 000 francs à verser au trésor public, c'est le verdict du procès. Sidi Traoré, le chauffeur du camion malien, est reconnu coupable de délit d'homicide involontaire, de défaut de maîtrise. Il déclare devant la barre du tribunal de Tambacounda avoir perdu le contrôle de son volant lorsque le pneu du camion a éclaté à hauteur de Djénou Djalan. Son permis de conduire est suspendu pour 2 ans. Pour rappel, l'accident spectaculaire ayant ôté la vie de 3 journalistes de l'Herald.net remonte à la date du 31 mai 2021, coïncidant avec la tournée économique du président de la République Macky Sall. Les 2 blessés ont été évacués par voie aérienne avec l'aide d'un avion de l'armée nationale sur instruction du président de la République. La famille du défunt Abdou Faye réfute la thèse de son suicide au commissariat central. Des blessures inexpliquées se retrouvent sur le corps selon les proches qui exigent une enquête impartiale. Ils ont tenu une conférence de presse ce matin au siège du mouvement Frappe, Alassane Ba et Younous Diatta. Le père de Abdou Faye ne peut cacher sa douleur. C'est hier qu'il est arrivé dans la capitale après avoir été informé du décès de son fils. Pape Ali Faye ne croit pas à la thèse du suicide. Nous ignorons les circonstances de son décès et on nous a dit qu'il s'est suicidé. Vraiment, on n'y croit pas. C'est pourquoi nous souhaitons que la justice fasse la lumière sur cette affaire. Nous pouvons croire à tout sauf au suicide, que la justice soit faite et que l'autopsie aussi se passe normalement. Nous ne pouvons pas concevoir la thèse du suicide. Jusque-là, il n'a pas posé les yeux sur le corps de son défunt fils, mais d'après lui, son homonyme l'a vu et il présentait des blessures sur la tête. Ils disent attendre l'autopsie. En même temps, ils interpellent le chef de l'État et le procureur de la République. Nous n'accusons personne, c'est juste que nous ne croyons pas à la thèse avancée. Nous voulons que la justice fasse son travail. Et pour cela, nous sollicitons l'aide de tout le monde. Puisque nous avons perdu notre fils dans des circonstances mystérieuses, nous invitons tout le monde à nous soutenir. Nous attendons maintenant les résultats de l'autopsie. Nous n'avons pas encore pris position, mais nous disons qu'il y a eu des antécédents. Comment un gardé à vue peut-il se suicider? C'est la question qu'ils se posent tous. Ils estiment que la responsabilité de la police est engagée. Frappe va soutenir la famille jusqu'au bout.
Et puis l'activiste Kilifeu, déféré au parquet de Kaolack, a bénéficié d'un retour de parquet. Vous le savez, il est poursuivi pour participation à une marche non autorisée, rébellion et outrage à agents de police. Le membre de Y'en a marre était à Kaolack pour prendre part à la marche des prestataires de la Sénélec prévue hier. Il a passé donc la nuit dernière au commissariat central de Kaolack, gardé à vue. Il a bénéficié donc aujourd'hui d'un retour de parquet. Nous y reviendrons avec notre équipe à Kaolack. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi l'élaboration de la convention collective des travailleurs du pétrole et du gaz. Ça y est, la convention est signée entre le syndicat national et le ministère de tutelle. Une revendication satisfaite, gage de la stabilité du secteur. Modou Diop et Habib Faye. C'est un ouf de soulagement pour les travailleurs du système pétrole et gaz. Une convention est signée avec la tutelle. Le syndicat présente ses plates excuses après la grève de 3 jours observée au mois d'avril. Nous pensons qu'il y a motif de satisfaction. Maintenant, comme il l'a dit, le salaire n'est jamais suffisant. Et on continuera à se battre pour l'amélioration des salaires et des conditions de vie des travailleurs du secteur du pétrole. Le syndicat national des travailleurs du pétrole et gaz du Sénégal compte mettre en place un comité de dialogue social du secteur pétrolier. Continue pour se mettre aux normes de sécurité du secteur et acquérir des capacités exigeantes que requiert le transport et la manipulation des produits pétroliers et ses dérivés. Il retrace sa feuille de route et évoque 2 préoccupations majeures, à savoir l'intégration des travailleurs dans le capital de l'entreprise. L'indemnité de 60 000 va être partagée dans tous les secteurs. C'est là qui n'avaient rien même. Vont avoir aujourd'hui 60 000 francs d'indemnité de logement. Ça a été révisé. Cette révision du holding Petrosen en deux entités et le holding n'a pas pris en compte cette préoccupation des travailleurs. Nous voulons que les travailleurs soient et une part des actions de Petrosen, les travailleurs de la SAR, ce qui a été promis soit concrétisé. La grève syndicale dans le secteur pétrole-gaz est un vieux souvenir désormais. Les syndicalistes ont bénéficié d'une prime de risque, d'une indemnité de retraite complémentaire, de la prime de décès, entre autres doléances satisfaites. Merci Habib. Remous à la Poste, la direction générale s'inscrit en faux contre les accusations de gestion nébuleuse. Accusations faites par l'intersyndicale. Le directeur général ne gère aucune caisse noire selon un membre de la cellule de communication. À l'occasion de sa conférence de presse, le secrétaire général en question a fait preuve d'une limite professionnelle et d'une méconnaissance avérée du fonctionnement de la Poste, qu'il prétend défendre. En effet, il a évoqué dans son argumentaire l'existence d'une caisse noire à la Poste, ce qui est archi faux et nous les mettons au défi d'en apporter la preuve. La direction générale, par souci de remplir pleinement sa mission, a élaboré un plan stratégique de développement d'un commun accord avec le ministère de tutelle, celui des Finances, de l'ARTP et des signataires des accords collectifs d'entreprise. La cellule de communication, il a fait état d'un budget de 600 millions, ce qui est archi faux encore. Il est crucial d'assimiler que la Poste est une société à vocation commerciale et que ladite cellule ne bénéficie pas d'un budget indépendant, mais d'une partie du budget de la direction marketing. Tous les responsables des services concernés travaillent en toute indépendance et ne subissent ni pression, encore moins des intimidations, car ils sont patriotes et soucieux de la préservation de leur outil de travail. Il est d'ailleurs surprenant que le seul représentant des travailleurs au conseil d'administration, ayant voté les budgets, puisse attendre jusqu'au milieu de l'exécution du budget pour retourner et affirmer de telles âneries. SOS Consommateurs s'oppose à l'augmentation des frais de transfert décidée par le cadre permanent de concertation des prestataires. L'association demande à l'État d'empêcher cette décision unilatérale et inopportune selon SOS Consommateurs, Mardieng et Habib Faye. Des clients très en colère contre la hausse du tarif des transferts d'argent. waaye nangu ma ko mais dama ne état bi Orange wàññi na lu tax moom mu yokk d'accord ma ko. non 5
Dans ce point de vente, le gérant dit avoir marre de ses minimes revenus. Il est obligé de tordre la main à sa clientèle pour engranger des bénéfices afin de subvenir à ses besoins. Ce qu'on gagnait avant, donc on ne gagne plus. Parce qu'on a diminué donc ses tarifs, à 10 000 donc ses tarifs. Ce qu'on nous donne, ça ne nous arrange pas. Nous, on a investi donc notre argent. On a besoin donc de survivre. On attaque le client. Si on demande donc le client de payer donc les frais de service, donc les clients vont réagir. L'État donc va réagir donc jouer son rôle donc de régulateur. Un acte que SOS Consommateurs qualifie de banditisme économique. Maître Massornakan appelle au boycott. Ce barème n'existait pas. Pourquoi subitement? Ils étaient rémunérés pour leur activité. Ils étaient rémunérés par qui? Par les opérateurs. Ils étaient rémunérés par les opérateurs. Ils étaient rémunérés quand les gens déposaient de l'argent. En même temps, ils ont créé une autre charge pour celui qui reçoit de l'argent. Ce n'est pas sérieux. Il faut qu'il soit plus raisonnable. Charge pour les consommateurs, ce que nous n'accepterons pas, ce que personne ne va accepter. Boycotter pendant quelque temps. Si on les boycotte pendant quelque temps, ils n'ont plus d'activité, ils vont aller discuter avec les opérateurs pour qui ils travaillent. Les prestataires de transfert d'argent ont décidé de définir un barème de taxation des services offerts aux clients dans les points de service de ces différentes structures membres face à l'impossibilité pour ces dernières d'engranger des revenus leur permettant de faire face à leurs charges. Merci Habib. Revue annuelle de la coopération Sénégal-Italie. Le partenariat entre les deux pays s'articule autour du développement agricole et de l'appui aux immigrés, des programmes de 3 ans à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération était en visioconférence avec la délégation italienne. L'occasion de magnifier le travail exemplaire accompli par Madame la directrice Alessandra Pierre-Mattei, qui, après 4 ans de loyaux services rendus au Sénégal, est appelée à de nouvelles fonctions. Durant toutes les années passées au Sénégal, elle a énormément contribué à la mise en œuvre optimale de nos opérations dans des conditions de performance très appréciables. Je voudrais également me réjouir de la diversité des domaines et modes d'intervention de la coopération italienne dans notre pays. Ces domaines embrassent le développement rural, l'appui au secteur privé et au développement économique local, la protection sociale, le genre, l'éducation, la femme et la famille. S'agissant des modes d'intervention, il concerne aussi bien les subventions aux projets-programmes que les emprunts à des conditions préférentielles. Et nous notons également les interventions de la Caisse des dépôts, donc qui appuient le secteur privé, en particulier les institutions de microfinance. Et allons maintenant dans le sud, lancement de la bibliothèque numérique à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. L'objectif est de mettre en ligne plus de 5000 documents scientifiques. Goralo, il est le directeur de la bibliothèque de l'université. Il est interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Mandiang. L'université Hassan Sek de Ziguinchor a jugé utile actuellement de mettre en place cette bibliothèque numérique, parce que les ressources documentaires là existent, parce que nous avons les étudiants qui soutiennent des thèses et des mémoires. On a des enseignants-chercheurs également qui publient des articles, des communications. Et donc, toutes ces ressources-là, voilà, nous voulons les valoriser davantage, n'est-ce pas, en les mettant en ligne à travers une plateforme qu'on peut appeler bibliothèque numérique. Nous, on va au-delà d'une bibliothèque numérique, parce que nous offrons des fonctionnalités que les bibliothèques numériques traditionnelles n'offrent pas. Par exemple, il y a l'aspect dépôt des documents. Finalement, ce que nous voulons vraiment, c'est valoriser, n'est-ce pas, toute cette production documentaire qui est faite en Casamance. La gestion des documents aussi, c'est un problème, parce que voilà, vous allez dans des services, voilà, vous avez des documents par terre, parce que faute de bureau, faute d'espace. Donc ça, on le voit. Mais le numérique permet maintenant vraiment d'économiser de l'espace, d'économiser de temps dans la recherche. Voilà, environ 300 documents qui sont sur la plateforme, plus les mémoires et thèses qui attendent. Donc rapidement, je pense qu'on va aller vers les 5000 documents sur la plateforme.
Et puis, il y avait des journalistes heureux ce matin à l'auditorium de l'UQAD. 25 sortants de la 48e promotion du CESTI ont reçu leur diplôme. Tous heureux et fiers d'embrasser la profession de journaliste. Fatima Touré et Youssou Barro. Ils étaient 25 étudiants du CESTI à recevoir leur parchemin, 10 en télévision, 7 en radio et 8 en presse écrite. Une satisfaction pour ces nouveaux confrères qui se disent conscients des enjeux du moment. Je pense qu'en tant que sortants du CESTI, nous sommes assez outillés, très bien outillés pour intégrer ce monde professionnel. Le métier est problématique aujourd'hui, mais je pense que le métier a toujours été problématique. Donc oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts parce que exactement assez outillés, je pense, oui. Vedette de cette 48e promo, Maguette Gaye ne souhaite qu'une chose, l'application du nouveau code de la presse. Aujourd'hui, les passionnés, comme vous, comme moi, comme tant d'autres personnes, en ont fait un métier, une profession. Et chaque jour, ils essayent de se perfectionner. Mais il y a d'autres personnes qui sont sorties d'aucune école. Je ne parle pas seulement du CESTI, il y a d'autres écoles qui sont reconnues, qui sont sorties peut-être de chez eux et qui veulent faire de ce métier-là un pis-aller, vraiment une brèche ouverte à tous ceux qui n'ont pas d'espérance autre part. Et ça, il appartient à l'État du Sénégal quand même de sévir et d'appliquer les lois qui ont été votées. Toutefois, le directeur du CESTI les exhorte à ne pas baisser les bras malgré les difficultés que rencontre parfois la profession. Le marché dans le journalisme aujourd'hui, le marché de l'emploi est difficile, nous le reconnaissons. Les entreprises sont touchées par la pandémie, ça va être difficile, mais tenter de percer dans ce métier si on a la passion. Il annonce même des innovations au niveau du CESTI. Le CESTI a imaginé un autre moyen, c'est-à-dire la création de nouvelles formations. Et je peux vous dire officiellement que à partir de cette année-là, le CESTI, en plus de la formation en journalisme, le CESTI va lancer 2 nouvelles licences. Une licence en communication et une licence en production audiovisuelle. Le parrain de cette promotion n'est autre que l'éminent journaliste Salou Traoré, un journaliste émérite qui doit servir de modèle à la jeune génération. Merci Fatima et bonne chance aux 25 sortants de cette 48e promotion. Tout autre chose à présent, lancement d'un module de formation sur la prévention des maladies non transmissibles à l'école Baïtir Samb de Ngor. L'objectif est de mieux sensibiliser les populations. La cérémonie a été présidée ce matin par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Compte rendu, Diafaraba et Fadmitou Conté. Les maladies non transmissibles ont connu une progression importante ces dernières années et est reconnue comme une priorité de santé publique. Au Sénégal, elle est responsable de 41% des décès. Les maladies non transmissibles sont les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète, les maladies respiratoires chroniques. Toutes les tranches d'âge et toutes les régions du monde sont touchées. Ces maladies ont des facteurs de risque communs que sont le tabagisme, l'usage nocif de l'alcool, la sédentarité et la mauvaise alimentation. Les milieux scolaires étant un lieu privilégié pour la sensibilisation, un module de formation a été conçu, un outil pédagogique qui va permettre aux apprenants d'être des relais auprès des familles. Sous ce rapport, le milieu scolaire, qui est au cœur du dispositif, est interpellé à plusieurs titres. L'école a un rôle important à jouer dans la promotion et dans la prévention des MNT. Elle ne doit pas rester imperméable à ces préoccupations. Et de par sa mission, elle doit contribuer au changement qualitatif des comportements pour une meilleure santé des communautés. En collaboration avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé compte lutter contre ces maladies qui font des ravages dans les familles. Il est important de mettre en œuvre des interventions, notamment dans le domaine de la promotion du comportement, sans lequel nos comportements effectivement peuvent être dévastateurs pour notre pays. Avec ce module, les enseignants pourront prendre efficacement en compte ces maladies dans leurs enseignements, apprentissages et participer à la sensibilisation des communautés.
Et venons-en à notre rubrique du jeudi, les bonnes feuilles de la rédaction. Focus ce soir sur le livre de Mohamedou Mouniroussi, Les sirènes de Gao, Afrique après 60 ans. Vous allez le voir, il s'agit d'un condensé de savoir à dévorer. Note de lecture, Ibou Diouf et Pape Sangonembaye. De Gao, Afrique après 60 ans d'indépendance. Des indépendances à l'avenir de l'Afrique, dans cet ouvrage, l'histoire de ce continent est balayée en insistant sur des moments clés du passé colonial. On viole les traités, on viole les serments, on viole les sermons et on viole les êtres humains. Ce viol est également dans tous les sens. Le vol, c'est la chose la plus caractérisée. On nous vole de l'intérieur comme on nous vole de l'extérieur. Pour ce qui est de la violence, c'est dans toutes ses formes. Violence culturelle, violence morale, violence physique. L'auteur analyse et défait les récits projetés sur cette Afrique convoitée. Il y a un désenchantement total. C'est le premier chapitre, on parle d'un échec général, même s'il y a certains pays qui commencent à émerger. Et cet échec a été couronné aussi par un racisme. Parce qu'on s'était dit en 1960 que normalement c'était l'égalité entre les peuples, le respect entre eux. Aussi la question du racisme endémique anti-noir contemporain des afro-descendants est évoquée. J'aborde aussi l'inadéquation de l'État africain colonisé, qu'on a hérité de la colonisation, qui est inadapté à la société africaine. C'est un état d'emprunt, ce qu'on appelle une donnée d'emprunt. Parce qu'un État ne doit pas être du prêt-à-porter. Il fallait dire aux colons, vous êtes partis, c'est bien, laissez-nous façonner notre propre État. L'exemple que je donne, c'est la notion de souveraineté, qui est un élément très déterminant sur l'État. Là, c'est le constitutionnaliste qui parle. Mohamedou Mouniroussi, à travers ses lignes, tente de traverser une histoire longue des peuples et des cultures pour en tirer les leçons. On veut juste que l'Africain s'approprie de son identité, qu'il sache que le savoir grec qui a permis à l'Europe d'être ce qu'elle est devenue aujourd'hui vient de l'Afrique noire. Que toutes les religions révélées ont des origines négro-africaines. Moïse a été noir. Salomon a une femme noire qui s'appelle Balkhish, la reine de Saba. Saba est en Éthiopie, en Nubie. Ibrahim, une de ses épouses, c'est Hajara. Son fils est Ismaïl, il est métis. Ismaïl est le grand-père du prophète de l'islam. Pourquoi donc les Juifs, les Arabes, les Européens n'aiment pas le noir alors que le noir est à l'origine de tout ça? Les sirènes de Gao, l'Afrique après 60 ans d'indépendance, un ouvrage de Mohamedou Mouniroussi. L'auteur milite pour la reconstruction d'une Afrique forte, plus libre et épanouie. Merci beaucoup, Ibou. L'autre grand titre de cette édition, au Sahel, après la suspension de la coopération militaire bilatérale entre la France et le Mali, Emmanuel Macron annonce la fin de l'opération Barkhane en tant que coopération extérieure. Le récit de Daniel Diouf. Sans surprise, Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi la fin de l'opération Barkhane de lutte contre les djihadistes au Sahel. La présence des forces françaises dans la région subira une transformation profonde. La fin de Barkhane en tant qu'opération extérieure, en lieu et place, une alliance internationale associant les États de la région et d'autres forces étrangères. Cette transformation va notamment passer par la fermeture de certaines bases de l'armée française, priorité à la lutte contre les djihadistes par les forces spéciales. Pour entamer cette nouvelle phase de son engagement au Mali, Paris compte sur l'internationalisation de l'effort d'accompagnement au combat des forces locales. La France mise tout particulièrement sur la montée en puissance de Takuba, ce groupement de forces spéciales européennes qu'elle a initié. Takuba rassemble aujourd'hui au Mali 600 hommes, dont une moitié de Français, ainsi que quelques dizaines d'Estoniens et de Tchèques et près de 140 Suédois. L'Italie a promis jusqu'à 200 soldats, le Danemark, une centaine et plusieurs autres pays, dont la Grèce, la Hongrie ou encore la Serbie, ont exprimé leur intérêt. L'objectif, c'est d'arriver à 2000 hommes. Pour rappel, ils sont quelques 5000 soldats français déployés dans le Sahel, 50 soldats tués au combat depuis 2013. Le calendrier et les modalités de la fin de l'opération Barkhane, selon le chef de l'État français. Merci Daniel. Et puis dans l'actualité sportive, beach soccer, les Lions de la plage, après avoir gagné la Coupe d'Afrique, sont déjà tournés vers la Coupe du Monde, vers le Mondial Russie 2021, avec un objectif clair, atteindre au moins le carré. Cheikh Sadibou Diarra et Younous Diatta. Les membres de l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer
sont entrés dans le cercle des chevaliers de l'Ordre national du Lion. Ils ont reçu leur décoration. Alcine Ndiaye, Ibrahim Ndiaye Chita, moi-même, depuis 2007, on est là, ça fait 14 ans. Le reste, voilà, ils se sont partis ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas patients, mais c'est dû à des faits de la société. Mais quoi qu'on puisse dire, c'est un travail de collectif, un travail de tout le monde qui mérite cette décoration. Si on me décore aujourd'hui, c'est comme on a décoré Thioune, c'est comme on a décoré Victor Diagne. Je pense que c'est dans cette optique que les gens doivent prendre cette affaire. Et je pense qu'on est très fiers de cette décoration. Les gens attendaient à d'autres choses, surtout sur le plan financier, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est ça. Parce que l'argent, on va le manger. Et après, voilà, dans 2 mois, 3 mois, c'est fini. Mais ça reste dans toute notre vie pour moi. Un nouveau grade qui pousse les champions d'Afrique à ne pas dormir sur leur laurier. Ça nous permet au moins d'aller à la Coupe du Monde avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Parce qu'actuellement, les gosses ont envie de faire beaucoup de choses. Notre objectif reste toujours le même. On va essayer de rentrer dans le Qaïda, ce qui reste toujours un objectif très clair et très précis. Ambitieuse, l'équipe nationale est à la recherche de renforts en vue du mondial en Russie. Il y a des postes que moi je cherche, surtout des avancantes, un milieu de terrain techniquement et ensuite un défenseur. Donc ça veut dire que sur les 3 lignes-là, pour le beach soccer, j'en veux. Donc je veux au moins 4 à 3 jours, minimum 3, maximum 4 jours pour renforcer mon équipe. En tout cas, j'avais des blessés, je vais les récupérer, que ce soit Ibrahim Baldé, après Amadouba, pour ne citer que cela, et après on verra quels sont les joueurs qui seront en forme du moment. Aucun joueur n'est exclu du groupe, aucun joueur aussi, sa place n'est garantie. Forte concurrence dans le groupe, motivation, bonne préparation. Le Sénégal Beach Soccer ne veut rien laisser au hasard pour relever le défi du dernier carré à la Coupe du Monde en août. Merci beaucoup, cher. Et puis les férus de foot seront servis sur TFM. Le coup d'envoi de la Coupe européenne de l'Euro sera donné demain, vendredi. Compétition européenne que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur votre chaîne préférée avec des émissions spéciales et plateaux de haut niveau. Marcel Farba Maroun et Younous et Youssou Baro nous plongent dans les coulisses. Le groupe Futur Média répond encore aux attentes du public sénégalais, car, et c'est désormais un secret de Polichinelle, le championnat d'Europe des Nations édition 2020, communément appelé Euro, sera à vivre en exclusivité sur la télé Futur Média. Une belle prouesse réalisée dans l'environnement de l'audiovisuel sénégalais, en ces temps où les droits TV, notamment relatifs aux événements sportifs, sont de plus en plus difficiles à obtenir. Il y a un cahier de charges à respecter, il y a un montant à payer et on n'a pas hésité à mettre les moyens parce que pour nous, en tant que télé-leader, le public, nos téléspectateurs ont besoin de voir ces grands événements sur la TFM. Et afin de réussir à retransmettre une compétition de qualité adaptée aux besoins des téléspectateurs, un important dispositif a été mis en place. Avant chaque journée de Coupe d'Europe, il y aura des journalistes, des invités de marque pour parler de l'affiche. Nous ferons en sorte que les téléspectateurs aient le maximum d'informations sur les équipes qui vont jouer le jour J. J'en suis à ma 4e année ou 5e peut-être dans le dispositif du groupe par rapport aux grands événements et c'est un énorme plaisir parce que le foot, ça ne s'improvise pas, on vit au feeling, avec notre expérience, notre vécu, on pourra toujours apporter une touche. Rappelons que la 16e édition de l'Euro devait initialement se dérouler en 2020 avant que la situation sanitaire mondiale due aux effets du coronavirus ne pousse les autorités à la reporter 1 an plus tard. Elle débute ainsi ce vendredi et ce jusqu'au 11 juillet 2021. Merci Marcel. La compétition démarre donc demain avec en match d'ouverture Turquie-Italie. Une rencontre qui s'annonce serrée selon l'ancien international Mamadou Diallo. Il faut s'attendre à une compétition palpitante dans cette Euro 2020. Il y a de grandes nations de foot et de grands joueurs. Toutes les équipes se valent presque maintenant. C'est pourquoi il est un peu difficile de dire qu'une équipe va remporter l'Euro sans l'observer au moins 2 fois. Car il peut arriver une méforme ou des blessures inattendues. Voilà ce qui explique ma prudence pour le moment.
Rendez-vous est donc pris dès demain sur TFM pour suivre la Coupe d'Europe. Sur l'international, l'agression du président français Emmanuel Macron nous amène à évoquer la sécurité des présidents. Comment ils sont protégés? Qui sont les agents chargés de la protection des présidents? Nos équipes ont rencontré un ancien patron de la brigade d'intervention de la police, la BIP, Aminata Mbaresso et Younous Diatta. En face de vous, un commandant de la brigade d'intervention polyvalente à la retraite, colonel Bakary Sadé. De 1991 à 2009, il a été au cœur des secrets qui entourent la garde rapprochée des hautes personnalités comme le président de la République. Mais c'est plus que grave, on dirait même que c'est gravissime. Parce qu'une personnalité de la trempe du président de la République française qui est giflée, ça donne à réfléchir. Bien sûr, le président, c'est l'institution. Le président est une institution à lui seul. Donc, c'est toute l'institution qui est humiliée. Revenons sur cette vidéo qui a fait le tour du monde. L'ancien commandant à la retraite décèle des failles dans la garde rapprochée du président français Emmanuel Macron. La faille, elle part de la progression. Au moment où la progression du président était en cours, nous avons vu un élément avancé, donc l'élément de droite qui était présent. Celui qui s'occupe de la protection des chairs du président de la République est également présent, mais le flanc gauche a donc flanché. Le problème vient du flanc gauche qui n'est pas arrivé au bon moment. Des bains de foule, certains chefs d'État s'y adonnent, mais souvent les dégâts peuvent être énormes. Le président Abdoulaye Wade, il avait l'habitude de dire bàyyi leen ma ma jege sama militant yi garde corps yi bàyyi leen sama militant yi ñu jege ma. Qu'est-ce que vous pouvez? Mais